Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission L'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui donne la parole à nos téléspectateurs. Et oui, c'est très important de donner la parole à ceux qui vivent l'Afrique. Et c'est le cas aujourd'hui avec notre invité. Il s'appelle Monsieur Sega Goundjam. Vous êtes professeur, vous êtes docteur en mathématiques, consultant et formateur. Bienvenue à vous, bienvenue chers téléspectateurs. Encore une fois. Merci pour l'invitation. Merci pour les thèmes qui vont être traités tout à l'heure. Il est en effet important de sortir un peu la parole des studios, des communicants et des politiques pour s'adresser à ceux qui vivent eux-mêmes et qui voient vivre les situations des Africains, qu'ils soient en Afrique et qu'ils soient à l'extérieur, donc dans la diaspora. Et c'est un plaisir de contribuer, de participer à cette émission avec bonheur, avec plaisir. Avec grand plaisir, professeur. Et aujourd'hui, on a plein de sujets à aborder, des sujets qui vont certainement vous intéresser, vous, téléspectateurs, et bien sûr vous, professeur. Coup de colère et limogeage donc de l'ex-premier ministre au Mali. On va aller en Côte d'Ivoire, on va parler de Ouattara. Va-t-il se présenter ou non aux élections? On attend la réponse. Et puis, on va continuer avec la suppression des frais d'itinérance entre les pays de l'AES. Et oui, peut-être une révolution, oui, et en espérant que ça va donner envie à d'autres de rejoindre l'aventure. Et enfin, l'Afrique et ses ressortissants. Il est important de protéger les ressortissants africains. Voilà les thèmes que nous allons aborder, monsieur professeur Sega Goundjam. J'espère que ça vous parle. Thème ô combien important dans nos vies à chacun, que ce soit au Mali ou en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous concernés par ce qui se passe. Exactement. Et bien sûr, nous allons aborder ces sujets avec nos chroniqueurs. Je vous les présente. Nous avons Babadam. Vous êtes journaliste. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et puis, un plaisir partagé de retrouver l'équipe, nos téléspectateurs et notre cher invité. Et on continue avec Cyril Calvin Bandoukoulata. Bienvenue à vous, bienvenue à toi. Toujours un plaisir de participer à l'émission et d'être là pour mettre encore une fois l'Afrique au centre de l'échiquier. Exactement, l'Afrique au centre de cette émission, c'est très important. Et moi, je vous propose peut-être de regarder des images de nos téléspectateurs qui nous ont envoyé des messages. On lit tous les commentaires, pas seulement les commentaires de cette émission, mais vraiment tous les commentaires. On scrute les réseaux sociaux pour voir ce que vous pensez, ce que vous souhaitez nous partager. Allez, on regarde quand même les vidéos que nos téléspectateurs nous ont envoyées, puis on revient tout de suite. Je tiens à vous féliciter pour la qualité de l'émission et pour l'initiative, tout simplement parce qu'elle nous permet en tant qu'Africains d'apprendre plus de notre histoire et de notre culture. J'ai été particulièrement impressionnée par le sujet d'aujourd'hui et par la qualité des intervenants, tout simplement parce que c'est un sujet actuel qui est malheureusement peu connu de la communauté africaine et de la communauté internationale en général. L'Afrique dans tous ses états, c'est une nouvelle émission sur Vox Africa. Je vous invite à la découvrir, elle vaut vraiment le détour. Bonjour, c'est Clet Mikolo, je vous regarde depuis le Gabon, je suis auteur et conférencier. J'espère bien participer un jour à votre émission. J'ai bien aimé la discussion que vous avez eue sur le Sénégal, très enrichissante. Salut tout Vox Africa, c'est pour vous dire que on est tous dans nos états pour attendre le prochain numéro de l'émission L'Afrique dans tous ses états. Pertinence, avec des sujets aussi intéressants, des intervenants de qualité. On ne peut que vous encourager pour continuer cette émission. Chers amis, bonjour, ici Brema Sidibé, c'est avec un réel plaisir que je suivi l'émission L'Afrique dans tous ses états sur Vox Africa. L'Afrique dans tous ses états sur Vox Africa, c'est une émission à suivre. Merci à Vox Africa de donner l'opportunité aux téléspectateurs de prendre la parole via l'Afrique dans tous ses talents. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir envoyé ces vidéos, ces petits retours. En tout cas, nous, on apprécie énormément. Encore une fois, on insiste, cette émission, c'est vraiment la vôtre. Si vous souhaitez être ici à la place du professeur Sega Goundjam ou si vous souhaitez tout simplement nous envoyer vos avis par vidéo, n'hésitez pas, on insiste. C'est votre émission. Alors, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous nous le permettez, professeur. Volontiers. Rentrons et allons au Mali. Oui, mesdames et messieurs, on le sait, coup de colère et limogeage du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Et oui, ça a fait énormément parler sur les réseaux sociaux et nous, on en parle ici sur le plateau. Alors, on regarde une vidéo et puis ensuite, on revient. La transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce que va devenir la transition à la fin. Le président de la
transition, chef de l'État, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, décrète. Le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre. Allez, de retour sur le plateau, on va donner la parole à Babadem. Babadem, alors, petit résumé de la situation concernant donc, ce limogeage concernant l'ex-premier ministre. Oui, une actualité qui a fait l'effet d'une bombe, et effet d'une bombe même mondiale. Alors, Choguel Kokala Maïga était l'ancien premier ministre du Mali. Il a été nommé depuis juin 2021 et a été limogé ce 20 novembre 2024, après cette sortie que vous avez entendue, une sortie polémique, critiquant ouvertement la junte militaire au pouvoir. Nommé après le second coup d'État, Maïga était une des figures emblématiques du mouvement du M5 RFP, M5 qui est le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, et avait joué un rôle très important lors de cette révolution qui a permis le premier coup d'État. Et ensuite, il a joué également un rôle central dans le rapprochement du Mali et la Russie. Cependant, son influence malheureusement, c'est progressivement érodé face aux militaires. Le 16 novembre, donc lors de ce fameux mouvement, il a surpris tout le monde en critiquant cette junte et en ayant cette phrase: le Premier ministre ne peut pas apprendre dans les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. C'est une phrase qui a été très commentée, ça a fait l'effet d'une bombe, comme je le disais tout à l'heure. Et cette sortie, malheureusement, s'en est suivie avec le limogeage de Choguel Kokala Maïga. Il a été remplacé par le général Abdoulaye Maïga. Ironie du sort ou coïncidence, de ce même Abdoulaye Maïga a été le Premier ministre par intérim, juste le temps d'un intermède au niveau de la santé. Donc on place le débat là-dessus. C'était pour montrer que cette actualité a vraiment fait l'effet d'une bombe au niveau mondial. Donc très intéressant, Babadem. Alors moi je reprends une phrase qui a été dite. Nous pouvons faire preuve de patience, mais la patience a des limites. Voilà les propos de l'ex-premier ministre. Alors, premier tour de table, on s'attendait à ça. On a tous été étonnés, je crois, en tout cas quand je lis les commentaires. Je vous donne la parole à vous, professeur. Oui, on devait s'y attendre. On devait s'y attendre. C'est pas la première sortie de Choguel qui critiquait les militaires. À un moment donné, c'était une frange des militaires qui complotait contre lui. À un autre moment, c'était il faut rectifier parce que, etc., etc. Non. En fait, c'était inévitable. On part d'un postulat qui peut ne pas être vérifié. Choguel se prépare à être candidat à la présidentielle. Donc ça, c'est beaucoup le disent. On va essayer d'en parler à vérifier. À partir du moment où il se prépare à être candidat à la présidentielle, le divorce était évident. Lui avait intérêt à partir, les militaires avaient intérêt à le faire partir. Toute la question, c'était de savoir, comme dans tout divorce, au tort de qui. Donc c'est quand même étonnant, c'est-à-dire que pour vous, ça a été finement pensé, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs cachés, en tout cas pour beaucoup, et que ce n'est pas ce ras-le-bol, comme il disait, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir les informations en temps réel, le fait d'avoir été mis de côté pendant trop longtemps, le fait d'apprendre les informations pas sur les médias, pour lui, pour Choguel Kokala Maïga, c'est la raison, ce sont les raisons qui l'ont amené à faire cette prise de parole. C'est la même logique. Quand on se prépare à être président, éventuellement contre ses employeurs, parce qu'il a fait la même erreur que Wan et Badaou, ils ont oublié à qui ils devaient leur poste. À un moment donné, quand on prend position, il faut savoir d'où on vient et qui vous a fait roi ou prince. Alors, pour répondre à votre question beaucoup plus clairement, beaucoup plus directement, à partir du moment où il se prépare à être candidat, qu'il est coupé d'une bonne partie du M5 RFP, qu'il est coupé pour les avoir critiqués vertement, très souvent, de toute la classe politique, il ne représente plus la force de juin 2021. Ça, c'est une bonne question, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, Choguel Kokala Maïga jouit-il de ce pouvoir, de cette liesse populaire qu'il y avait autour de lui à un moment? Autour d'eux. Autour de lui, presque aussi. Effectivement. Donc, j'aurais quand même tendance à penser que son passage en tant que Premier ministre
ne saurait quand même un petit peu, même s'il a su se montrer progressivement peut-être un peu plus critique envers une fraction du M5, ne saurait effacer, n'est-ce pas, le rôle qu'il a été emmené à jouer dans la destitution du pouvoir sortant. Oui. Et là, la réalité, c'est que de facto, après cette démission ou exclusion un petit peu de sa posture, il jouit, n'est-ce pas, de facto à nouveau d'une certaine légitimité dans cette posture qui va donc naturellement ou a priori faire de lui le contender numéro 1, n'est-ce pas, du président Goïta, dans le cas de figure où voilà, on parviendrait à la tentative de rétablissement d'un ordre constitutionnel. Maïga sera l'opposant numéro 1 de Assimi Goïta s'il y a élection présidentielle. À l'heure actuelle, du moins, il essaie de se placer un petit peu dans cette posture. Donc, à savoir s'il sera le premier contender, ça reste encore à définir. Mais en tous les cas, il est en train d'essayer de placer ses pions, ça c'est sûr, pour apparaître, n'est-ce pas, comme un contender solide dans l'éventualité où le président Goïta... Vous confirmez, vous pensez vraiment qu'il se positionne comme ça? Oui, il essaye, mais à mon avis, il lui sera très difficile d'occuper cette place. D'abord parce que la classe politique qu'il a vilipendée à plusieurs reprises va présenter plusieurs candidats, c'est évident. Certains commencent à sortir du bois, hein. On ne donnera pas de nom pour l'instant. On ne donnera pas de nom pour l'instant. Et c'est justement ça qu'il veut faire. Mais il avait une hésitation. Premier ministre, ça lui donne un certain nombre de moyens et d'avantages sur le reste de la classe politique. Ça lui donne un certain nombre d'avantages. Mais rester trop longtemps, ça le met en porte-à-faux par rapport à l'opposition qu'il veut représenter. Donc la difficulté est là. Mais du côté des militaires, le dilemme était pareil. Choguel ne représente plus la même force qu'en juin 2021. En même temps, il va essayer d'utiliser les moyens de l'État pour améliorer son image, des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, il faut le sortir. Il faut le sortir, en tout cas, il est sorti. Alors, on va regarder les commentaires des téléspectateurs, on va essayer de les commenter en même temps. Alors, j'ai beaucoup de respect pour Louis, mais son discours, là, c'est comme un coup de poignard sur le dos de l'Afrique. Vous en pensez quoi, Baba? Non, moi, je suis pas d'accord. Je pense même, si on était dans un jeu d'échecs et maths, on connaît très bien Choguel Maïga, et c'est un fin stratège, fin politique, et pour moi, sa sortie était non seulement prémédité, mais j'appelle ça un coup politique. Et un coup médiatique sur le plan vraiment politique. Parce que ça aurait été beaucoup plus simple. Si on regarde bien sa sortie sur les 1 heure, il a pris quand même 1 heure à s'adresser au public. On sentait très bien que s'il avait fait cette même déclaration, parce que ce qu'il aurait pu faire, c'est on ne m'écoute plus, on m'isole, je démissionne. Il aurait pu faire ça. Maintenant, si on l'avait aussi limogé, il fait le même discours, il n'aurait pas eu un écho. Bien sûr. Et là, le fait de préméditer, c'est comme s'il se disait, quoi qu'il en soit, on va m'écarter, je fais ce coup politique. C'est pour ça que je dis, dans ce cas, c'est bien joué, sauf que on a un autre, on est deux dans ce jeu, sauf que les militaires aussi ont bien joué pour moi le coup après, parce que Choguel Maïga pouvait se positionner, comme on dit, comme l'opposant numéro 1. Et ça allait aller plus loin si on s'attendait à ce que le lendemain, on l'arrête, on le met aux arrêts, ou on le séquestre, en fait, entre guillemets, on le met à résidence surveillée. Là, il devient un symbole politique. Sauf que les militaires ne sont pas allés dans ce... Et d'ailleurs, même sa passation de service s'est très bien passée avec toute la courtoisie qu'il fallait. Donc, ça aurait été bien joué, je me dis, ça aurait été bien joué. Et c'est juste un petit fait. Au moment où parce qu'il parlait de clarification, donc tout le monde attendait clarification. C'est au bout de 30 minutes qu'une personne est venue le voir en pleine scène en disant la salle risque de se vider. Et c'est là il dit bon d'accord, j'ai compris. Et c'est là où il est parti vraiment avec un discours très dur, très direct. Mais pour le coup, moi quand je reprends les propos donc, de Adama Doucouré donc, concernant son commentaire, il dit que c'est un coup de poignard pour l'Afrique. Effectivement, il y a les intérêts personnels. Pour le coup, là, l'intérêt personnel prime sur l'intérêt collectif, à savoir que c'était quand même un symbole sur le continent africain. C'est-à-dire que beaucoup ont misé sur lui, beaucoup ont dit comme quoi ils ont commencé à suivre l'actualité politique africaine et malienne grâce à Choguel Kokala Maïga. Donc, par rapport à ça, effectivement, il y en a beaucoup qui disaient que c'était la caution civile des militaires. Totalement. Et c'est lui, le ministre Abdoulaye Diop, et même le nouveau Premier ministre qu'on voyait beaucoup plus sur la scène internationale,
Mais c'est ce qu'on disait, en tout cas. La caution politique, c'était évident. Les militaires tiennent le CNT, ils tiennent la présidence. La primature maintenant. Voilà. Et là, c'était le gouvernement qui leur échappait via la primature. Donc à partir du moment où il devient militaire aussi, ce qui était prévisible, hein, parce que quand il a remplacé Shogel, qu'il a assuré l'intérim, il est passé ensuite ministre d'État. C'est qu'il l'autorisait à parler au nom du gouvernement, même à l'extérieur. Il y a un autre commentaire de Abdoulaye Maoudé qui dit « L'ex-premier ministre a fait beaucoup pour le Mali, mais le Mali avant tout, j'aurais aimé qu'il quitte le gouvernement d'une autre manière et en gros sans fracas. » Effectivement, et c'est un peu lié, et je pense que le sous-entendu derrière cette première question, et éventuellement cette deuxième question, c'est de savoir, ok, aux yeux du monde maintenant, encore une fois de plus, le Mali et puis l'Afrique apparaît, n'est-ce pas, comme un territoire ou sinon un espace avec un certain nombre de divisions. Donc voilà, moi la question que je me pose derrière tout ça, c'est à qui profite de manière ultime toute cette situation, et je pense que c'est un petit peu ça le sous-entendu de cette toute première question. L'AES est déjà assez mal perçu, le fait d'avoir des divisions maintenant au sein de certains pays de l'AES, donc vient plus ou moins faire le jeu au final éventuellement de certaines puissances qui se placent déjà dans un discours contre un petit peu cette organisation. Donc le fait d'avoir un Premier ministre, sinon un dissident un petit peu de cette posture, arrange peut-être un discours qui contribue à penser que et c'est important d'en parler, c'est important d'insister dessus, parce qu'encore une fois, beaucoup se sentent trahis, ne serait-ce que par rapport aux ambitions qu'il s'est données, avec donc, le gouvernement de la transition, l'ambition panafricaine, etc. etc. C'est vrai qu'on peut se dire que par rapport à l'image qu'ils doivent véhiculer au niveau régional, au niveau international, c'est mal placé. Il faut qu'on garde la tête froide dans les analyses. Le combat politique, heureusement, existe. Heureusement. Les divergences politiques, heureusement, existent. Un Premier ministre qui est resté au pouvoir un peu plus de 3 ans, ça n'a rien d'extraordinaire qui parte. C'est pour ça qu'on parle de la forme. Oui, c'est la forme. Il y a deux choses. Et la forme est liée aux ambitions par rapport à la présidentielle. Donc on est d'accord que l'intérêt personnel prime sur l'intérêt collectif. Donc si c'est ce que vous dites. Alors je vais être téléspectateur lambda comme prévu. Hein. Les politiciens croient que leur intérêt personnel se confond avec l'intérêt général. Ils le croient, mais vraiment, hein, sérieusement. Ils considèrent, on va en parler sur le deuxième sujet, ils considèrent que quand ils ne sont pas l'homme présidentiel, ils détiennent la clé pour le bonheur du pays et du peuple. Ils en sont convaincus. S'ils n'en étaient pas convaincus, ils ne seraient pas dans cette arène. En tout cas, Shogel, il le dit, hein, il n'est pas d'accord avec la transition concernant donc, cette transition démocratique tant attendue selon lui, mais il appelle quand même le peuple à continuer à soutenir la transition lors de sa prise de parole. Oui. en fait, si on écoute, il a dit le tout et son contraire. Lors de je dis encore mieux, il faut écouter, parce que généralement on a écouté juste les extraits. Mais quand on écoute Shogel Maïga du début jusqu'à la fin, à un moment donné, il dit le 24 mars devait être la fin de la transition. 24 mars, et on s'est dit pourquoi son coup de colère n'intervient que des mois après. À un autre moment, il reste très longtemps pour dire tant que le Mali n'est pas sécurisé, on ne doit pas parler de la fin de la transition. À un autre moment donné, toujours sur le long de son discours, il dit maintenant que le Mali est sécurisé, la patience, on ne peut plus patienter autant, mais nous avons notre... Voilà, il avait même le mot qui disait, nous avons la stratégie de la patience. C'est ce qu'il disait. Donc, pour moi, c'est juste politique. Et il a voulu dire ce qu'il s'est positionné. C'était vraiment un coup politique. Et bon. Aussi avec cette impression quand même de piloter à vue. Effectivement, ne serait-ce que... je pense que cette sortie un petit peu à l'image un petit peu de la situation, le fait de tout dire et son contraire dans une même intervention, et sinon même de rétro-pédaler sur certains éléments, montre quand même que bon, voilà, on est encore en train de définir la stratégie. Je suis tout à fait dans votre raisonnement, je vais peut-être même plus loin, je n'ai pas
l'information exacte, je ne prétends pas l'avoir, mais peut-être même, on peut faire une hypothèse. S'il lui avait été annoncé qu'il serait débarqué à terme, à ce moment-là, sa sortie, c'est se positionner en opposition. Il ne peut aller à la présidentielle qu'en s'opposant. Et s'il le savait qu'il allait débarquer? Depuis le temps qu'on en parle, ça fait plus d'1 an qu'on parle du départ de Choguel. Et c'est justement par rapport à ça, c'est pour ça que sa posture semble illogique. Et par rapport aux commentateurs, quand ils parlent de trahison, ils se disent, peut-être que dans la plupart des commentaires, il y en a qui disent que c'est peut-être la main de la CEDEAO qui est en train de téléguider Choguel, parce qu'eux, ils se sentent trahis par le fait que Choguel Maïga était, pour eux, pour la plupart des commentaires, panafricains surtout, en se disant que c'était les phrases choc venaient de Choguel Maïga. Le fait de défendre le régime militaire et l'AES, Choguel Maïga était assez visible. Et donc pour eux, voyant une petite friction, ça fait le jeu de la CEDEAO, le jeu de l'Occident, exactement. C'est pour ça qu'il parle de mot trahison. Mais pour moi, Choguel Maïga, c'est ce qu'il fait. C'est un stratège. Ça n'empêche pas. Pour le coup, on va lire le dernier commentaire. Alors, concernant donc, effectivement sa possible candidature à la présidence du Mali. Alors, c'est dit, l'ex-premier ministre qui se voyait déjà dans le fauteuil présidentiel perd patience. Il ne peut pas attendre. La présidence lui est montée à la tête. Donc, pour vous, en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes tous d'accord. Il a des ambitions d'atteindre la plus haute magistrature du pays. Donc ça, c'est clair. Pour vous, c'est comme de l'eau de roche. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Choguel Maïga dispose d'un certain nombre de contempteurs qu'on appelle les vidéomans. Est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Il avait besoin d'être Premier ministre et un certain moyen de la primature pour les alimenter. Ça, c'est une première chose. C'est pour ça qu'il avait intérêt à rester le plus longtemps possible pour pouvoir. Et ce que je veux dire, c'est que les commentaires que nous recevons sur ce plateau, ces commentaires peuvent également être téléguidés. Pour le coup, on a de tout. Donc, si c'est téléguidé par les deux camps. Oui, il peut être téléguidé. Mais on peut aller plus loin encore. Choguel a eu des ambitions, c'est très clair. Légitime, il n'y a pas de raison. Il dispose d'un certain nombre de forces de frappe médiatiques, mais en même temps, il a énormément d'ennemis. C'est ça qui est problématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a dit, quand il était à la tête du M5, dont il a été mis à l'écart, parce qu'il n'est plus président du M5 depuis... Sauf qu'il y a plusieurs. Il est président de sa frange. On va dire de sa frange, exactement. Mais pour le coup, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, il a les soutiens nécessaires pour éventuellement briguer un poste de président? Qui va le suivre? D'où l'intérêt de sortir du bois, de prendre le peuple à témoin, sauter par-dessus les partis politiques, y compris le sien, et se positionner comme celui qui a fait tomber. Il était président du comité stratégique. C'était un peu compliqué, le M5 RFP. C'était un peu compliqué. Donc, il va se positionner comme celui qui a fait tomber IBK, celui qui a veillé à ce que les idéaux soient tenus jusqu'au bout. Quand il s'est senti trahi, il est parti. Mais, attends, franchement, soyons sérieux. Est-ce que Choguel a été déterminant dans l'AES? Je ne le crois pas. D'accord. Est-ce que Choguel, plus que Assimi Goïta, représente auprès des panafricanistes l'avenir de l'Afrique? Je n'y crois pas non plus. Donc pour vous, il a eu un rôle central. Je rejoins M. Dem sur un point. Je ne sais pas si c'était le premier discours de Choguel que vous écoutiez, si vous en avez eu d'autres. Moi, je l'ai eu au dialogue intermalien. Je l'ai eu quand il est venu présenter son livre en banlieue parisienne. Choguel, c'est un flot de mots. Ses discours sont très, 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 très longs. Et ils sont souvent pleins de contradictions. Président de la transition, Assimi Goïta, qui a présidé le premier conseil des ministres donc tout récemment, fixant les priorités pour améliorer donc les conditions de vie donc des Maliens et préparer à l'ordre constitutionnel. Oui. Notamment, il y a un budget qui a été voté et donc pour l'organisation des élections. Donc, en gros, le Mali
va vers une élection incessamment sous peu. Donc, et ça permet de contrebalancer la roche ou la pierre qu'a lancé Choguel Maïga. Donc ça permet de contrebalancer en faisant cette... Et c'est surtout une manière d'affirmer juste quelques jours après que c'était un micro-événement, que l'État continue à fonctionner. D'ailleurs, il n'a pas tardé à être remplacé, en 48 heures après, que justement c'est un des porte-parole, n'est-ce pas, de la junte Abdoulaye Maïga, qui est assez connu, un des visages même les plus connus un petit peu de cette transition. En gros, ils ont voulu lui couper un peu l'herbe sous le pied, à savoir, c'est un non-événement. 24 heures après, on nomme un nouveau Premier ministre. Vous parlez de le retour à l'ordre constitutionnel, il y a un budget qui a été voté, et en plus le président en parle en disant que c'est une priorité. Et surtout, malgré les critiques, on ne change pas de cap. On garde un militaire, on garde un général, on prend même un général pour remplacer un civil sortant. Donc la ligne restera la même malgré cette sortie de Choguel Maïga. Donc je pense que c'est quand même assez important. La rapidité de remplacement démontre qu'ils y avaient pensé. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas écarter l'hypothèse d'une annonce qui lui avait été faite discrètement et du coup qui expliquerait sa sortie. Élection présidentielle au Mali, verrons-nous un Assimi Goïta face à un Choguel Kokala Maïga? Et pas seulement. Voyons, en tout cas, y aura-t-il ce face-à-face? Oui, pour moi, oui. Sur l'échiquier, et puis si on regarde bien l'échiquier politique malien, à part Choguel Maïga et éventuellement Moussa Mara, il n'y a pas vraiment, en tout cas, je ne vois pas de grandes figures connues qui soient donc... Pour l'instant. Il y en a beaucoup qui se présenteront parce qu'il y a une règle qui est devenue immuable au Mali. On se présente à la présidentielle pour faire un score ridicule. Mais c'est la meilleure façon d'être ministre après. D'accord, vous voyez quand même des élections au Mali en 2025. Fin 2025, donc, ou plutôt 2026. Ils ne peuvent pas aller aux élections avec la situation économique qu'il y a là-bas aujourd'hui liée au problème énergétique. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons terminé donc le premier sujet. N'hésitez pas à réagir tout de suite sur nos différents réseaux sociaux. On va continuer. Et oui, destination Cap pour la Côte d'Ivoire. Ouattara, candidat ou pas? On regarde la vidéo et puis on revient. Une autre candidature qui n'a pas été annoncée, c'est celle de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Est-ce que vous pensez qu'il va être candidat pour le ARHDP? Je n'ai pas à penser. C'est lieutenant lui demande d'être candidat. Il n'a pas encore dit oui, il n'a pas encore dit non. Est-ce qu'il a le droit d'ailleurs? Mais je laisse chacun face à ses responsabilités. Mais est-ce qu'il n'est pas temps finalement de passer à la génération d'après? Il l'avait même lui-même laissé entendre. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, c'est peut-être... Au-delà du président Ouattara, moi j'ai toujours jugé qu'il faut tourner la page de nos aînés. Il faut qu'ils acceptent de passer la main. Mais ce n'est pour pas ne le pas cas. priver la Côte d'Ivoire de ce qu'elle a comme atout. C'est-à-dire la jeunesse qui a de la vigueur, qui a des choses nouvelles à proposer, qui peut faire la compétition avec le reste du monde. Allez, retour sur le plateau. Ouattara, candidat ou pas? On te pose la question à toi, Cyril. Oui, effectivement, donc on passe d'une potentielle élection à 2025 à une autre qui, a priori, aura lieu en octobre donc 2025, à savoir la Côte d'Ivoire, où un scrutin crucial pour un nouveau mandat de 5 ans se prépare. Il faut aussi préciser que ce nouveau scrutin électoral sera le deuxième après la révision constitutionnelle de 2016 qui a donc fait sauter un petit peu le verrou concernant la limite d'âge pour se présenter qui était jusqu'alors fixée à 75 ans. Donc alors, actuellement, la grande question, c'est de savoir si la candidature d'Alassane Ouattara, aujourd'hui âgé de 82 ans, se fera ou pas. La réalité, c'est que il n'y a pas nécessairement de limite constitutionnelle. Il ne s'est pas encore nécessairement prononcé autour de la question. Il y a un certain nombre de doutes et de questionnements qui subsistent à l'heure actuelle. Donc pour être totalement objectif, qu'on soit pour ou contre Ouattara, il faut aussi quand même dire que sous son magistère, la Côte d'Ivoire a connu un boom économique certain avec des investissements qui affluent un petit peu de tous les côtés. Donc vraiment, tout secteur confondu, que ce soit d'un point de vue d'infrastructure, agriculture, ou bien même d'industrie extractive. Je pense qu'il y a d'ailleurs eu un salon autour du salon international autour de la question cette semaine à Abidjan. Donc voilà, tous ces éléments ont contribué à renforcer la position d'Alassane Ouattara au niveau donc, continental et même au niveau international comme un président avec un bilan plutôt positif, mais ça fait aussi l'argument d'une partie de l'opposition qui
constate autant pour moi que cette croissance est également caractérisée par un certain nombre de disparités de plus en plus perceptibles au sein de la population. Alors, la situation pour l'élection 2025 est assez complexe, avec un certain nombre de partis comme le PDCI, le PPACI, qui réclament une révision du processus électoral, un certain nombre d'alliances qui commencent déjà à voir le jour qui paraissait jusqu'à un passé récent encore assez difficile à mettre en place. Je pense notamment à l'alliance entre Pascal Afin-Guessant et Laurent Gbagbo. Donc voilà, des ex-coéquipiers qui ont accepté pour la cause de potentiellement rejoindre un certain nombre de forces qui risquent de rendre compliquée la tâche pour le RHDP de Ouattara en 2025. On a également d'autres contenders potentiels comme Jean-Louis Billion, ancien ministre et industriel ivoirien, ou bien même Charles Blé Goudé, leader du COGEP, qui a encore une potentielle candidature sous suspens, autant pour moi, qui peuvent également capter une part de l'électorat désireux de changement un peu plus radical. On a également des profils comme celui de Tidjane Thiam, technocrate, avec une expérience avérée à niveau international, un peu similaire à celle de Ouattara, qui peut également faire gage de continuité un petit peu du système, sauf qu'il a quand même l'inconvénient d'être un peu, c'est ça ce que ces critiques disent, un peu détaché des réalités un petit peu locales. Donc est-ce qu'il va savoir un petit peu redorer son image au niveau national? Telle est une des questions. Dans tous les cas, Ouattara ne s'est pas encore prononcé. La question à l'issue de l'élection sera de savoir si la Côte d'Ivoire pourra maintenir un petit peu cet élan économique tout en alliant et captant l'intérêt d'une certaine de la population un petit peu jeune qui est quand même impatiente de changement. Donc je pense que la question se résume à ça. D'accord. Donc c'est très intéressant ce que vous dites, merci pour ces résumés. Mais c'est vrai que c'est une vraie question qu'on peut poser, ne serait-ce qu'aux Ivoiriens, à savoir est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui sont intéressés par cette prochaine élection présidentielle? Pourquoi je pose la question? Parce que tout simplement, il y a eu donc, tout récemment donc, la révision de la liste électorale. Donc il faut savoir que la CEI s'attendait à enregistrer donc, plus de 4,5 millions, c'était l'objectif, 4,5 millions d'inscrits, de nouveaux inscrits sur la liste, et on n'a même pas atteint les 1 million. Donc, c'est-à-dire qu'il y a moins d'1 million de personnes qui se sont déplacées pour s'inscrire sur les listes électorales. Donc, c'est quand même problématique. On se pose la question, pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas cet afflux, cet engouement pour cette élection présidentielle? Est-ce que c'est le flou, à savoir candidat ou pas Ouattara, il fait le bilan, il dresse le bilan, un bilan plutôt positif, comme vous le dites, sur certains critères, eh bien, mais malheureusement n'annonce pas ou sa candidature ou pas. Gbagbo, on se pose la question, est-il candidat ou pas? Il y a beaucoup de flou dans les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça bloque un peu l'engouement des Ivoiriens? Effectivement, donc, par rapport à ça, j'aurais tendance à penser qu'il y a quand même une certaine forme de lassitude, mais également d'un certain traumatisme, n'est-ce pas, des événements de 2010. La réalité, c'est que, encore une fois, comme on a été emmené à le dire et comme un certain nombre de personnes peuvent le constater, d'un point de vue économique, la Côte d'Ivoire va plutôt bien. Je pense que, notamment au niveau de la jeunesse, il y a cette volonté de moins pouvoir préserver un certain nombre de ses acquis sans vouloir voir l'univers un petit peu politique prendre le dessus et ramener le pays un petit peu en arrière dans un univers que personne ne veut non plus a priori revivre. Donc je pense qu'il y a quand même aussi cette double dimension. Professeur Ouattara, candidat ou pas? Pourquoi ce flou? Pourquoi en sommes-nous encore aujourd'hui à ça? Quand on se déclare trop tôt, on n'a plus aucun poids. C'est stratégique selon vous? Ouattara ne se déclare pas maintenant parce que c'est stratégique, il a... Qui veuille se présenter ou qui ne veuille pas se présenter, il n'a aucun intérêt à sortir du bois trop tôt, parce que plus personne ne l'écoutera. À son crédit, je confirme, je connais bien la Côte d'Ivoire pour différentes raisons, à son crédit, il a délivré. À quel prix, c'est une autre question. Parce qu'il n'y a qu'à regarder un peu le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'à regarder un tout petit peu les associations qu'il y a entre les nationaux et les capitaux étrangers qui viennent. Bon, je ferme la parenthèse, ce n'est pas le but, ce n'est pas le sujet. Il a montré, lors des dernières élections, donc pour son 3e mandat, qu'il avait la volonté de quitter la scène. Il avait choisi Amadou Koulibaly, qui est décédé. Après lui, il a choisi Ahmed Bagayoko, qui est décédé. Alors, je ne pense pas qu'il ait prévu qu'il serait mort avant l'élection présidentielle, mais il y avait une volonté de passer la main à des hommes sûrs,
Donc il y avait une réelle volonté de Ouattara de passer. Il en a choisi 2, publiquement et officiellement. Mais des hommes sûrs qui n'auraient pas remis en cause toutes les pratiques des 10 années qui avaient précédé. Donc finalement, ceux-ci sont décédés, il s'est représenté pour son 3e mandat. Il a été presque obligé de se présenter. C'est ce qu'on dit, exactement. Après, c'est quand même dommage que le RHDP dépend, ou n'a que 3 grandes personnalités qui peuvent prendre le pouvoir. Quand même, après 15 ans... C'est ce qui me gêne dans la multiplicité des mandats, y compris dans ma vie personnelle. Je suis contre le fait qu'on s'éternise dans un poste, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Il y a presque 30 millions d'Ivoiriens. Ceux qui sont à l'étranger, les étrangers qui sont chez eux, bon, mettons 25 millions qui sont concernés. On ne va pas m'expliquer que sur 25 millions d'Ivoiriens, considérons 40% de majeurs, on ne va pas m'expliquer qu'il y a un homme providentiel qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara et qu'il est irremplaçable. On peut pas en trouver. C'est vraiment la question qu'on se pose tous, et même les téléspectateurs. On va lire rapidement un commentaire. Donc, un pays comme la Côte d'Ivoire mérite un président un peu plus jeune quand même. Ce pays regorge de compétences. Donc ça, vraiment, ça confirme ce que vous dites, professeur. Donc oui, vous dites 25 millions à l'intérieur du pays. RHDP, c'est quand même un grand parti avec des personnes qui pourraient éventuellement jouer à leur tour un rôle important au sein de la Côte d'Ivoire. Oui, et au sein du RHDP ou ailleurs. Donc en tout cas, beaucoup pensent que Monsieur Ouattara devrait laisser la place. Est-ce que son âge peut être problématique? 82 ans, est-ce que c'est une question qu'on se pose encore aujourd'hui? Non. D'autant plus que ça a été levé, parce qu'il y a certaines constitutions où on limite l'âge à 75 ans dans certains pays. Là, l'âge n'est pas problématique à ce sujet. Mais je suis effectivement le professeur, c'est que si on suit la logique du président Ouattara, quelles que soient ses sorties, et même avant, par rapport à Gon Coulibaly, malheureusement, qui est décédé entre-temps, il avait cette volonté de vraiment ne pas faire... D'ailleurs, c'était à ce moment où on parlait de troisième mandat, et lui-même, c'était quelque chose qui l'agaçait quand on lui posait cette question, parce qu'il savait qu'il était dans une situation de retrait. En tout cas, et il s'est représenté parce qu'il n'avait quelque part le choix. Et comme il dit, il veut donner la main à quelque chose de sûr. Maintenant, c'est beaucoup plus facile avec le bilan de Ouattara de présenter une nouvelle personne qui va défendre un bilan positif. Est-ce que vous pensez qu'il va passer la main à Ouattara? En tout cas, c'est une question que beaucoup se posent. Et beaucoup disent non. Certains pensent oui, mais beaucoup disent non. Oui, mais bon, en soi, comme le professeur et Baba viennent de le dire, il a déjà été emmené à du moins essayer de le faire par le passé. Difficile de se mettre dans la tête autant pour moi, du président Ouattara. Je pense que vraiment par rapport à ça, seul l'avenir pourra nous le dire. Moi, je pense qu'il va passer la main. Je pense qu'il va passer la main. Il n'y a pas beaucoup de figures qui ont émergé au RHDP. Ça, c'est le propre de cela. Les grands arbres, rien ne pousse. Et pour le coup, s'il passe la main, il la passe à qui, la main? C'est ça la question. Pour moi, il y a 2 candidats potentiels. Il y a son vice-président actuel et il y a son frère. Le frère, ça posera un problème. Parce que c'est bien de vouloir passer la main, mais passer la main à qui, entre guillemets? En tout cas, son parti sont clairs, à savoir Ouattara, lui ou personne. Oui, donc, mais s'il lui arrivait un accident aujourd'hui, ce serait son vice-président. Ah, mais Monsieur le Président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a encore besoin de vous en 2025. Donc on lit pas mal de commentaires comme cela. Et pour le coup, c'est un commentaire qui est intéressant parce qu'il y a quand même des camps qui s'opposent. Il y a le camp Gbagbo, il y a les différents PMDC, etc. Souvent, les gens se disent que si Ouattara se présente aux élections, c'est soit la stabilité, soit le chaos. Finalement. Vous y croyez à ça? Sauf s'il fait un discours en expliquant qu'il laisse le pays en des mains sûres, qui ont fait leurs preuves, et qu'il se retire, certes, mais il y a toute une équipe qui peut assurer la continuité et la stabilité de la Côte d'Ivoire. À ce moment-là, le discours pourra être audible. Beaucoup de flou, finalement. D'ailleurs, je reviens sur les 4 millions ou 1 million qui sont inscrits. Ça concerne essentiellement les jeunes. Et il y a quand même quelques problèmes sociologiques au niveau de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui qui pourraient expliquer un certain nombre de détachements, voire
voire une dérive. Autre commentaire d'un téléspectateur, il est en route pour un 4e mandat, tout le monde le sait, en Côte d'Ivoire, et à l'extérieur, un dictateur à vie. C'est quoi? Non. Je pense que c'est une personne qui est contre Ouattara, mais pas du tout. Je pense pas. Et puis, je pense qu'il y a la démocratie qui, depuis, qui fonctionne, bon, plus ou moins bien, mais qui fonctionne. Et le peuple ivoirien choisira tranquillement, c'est quand, le 25 octobre. Et quand on reprend la vidéo de Charles Blé Guédé qui dit comme quoi il faut laisser la place à la jeunesse, c'est important, etc. Il entend ça, le président? Oui, effectivement. Et puis bon, je pense que Charles Blé Guédé, bon, déjà, il est toujours fidèle un petit peu à la posture qu'il a toujours eue, même avant sa condamnation auprès de la CPI, qui consiste à vraiment être un porte-parole de la jeunesse ivoirienne. Il ne fait que véhiculer l'idée, sinon la posture d'une frange non négligeable, n'est-ce pas, de la population, qui, même si elle ne s'exprime pas, n'est-ce pas, en s'inscrivant massivement dans un petit peu cette opération d'enrôlement électoral, a quand même largement envie de voir un peu de sang neuf. Mais maintenant, à quel prix? C'est là toute la question. Est-ce que cette population veut vraiment potentiellement être amenée à revivre un certain nombre d'incidents qu'une large partie de la population s'est promis de ne plus jamais revoir? Je pense que c'est vraiment là tout le centre du débat. Et voilà, qu'est-ce qui prime, le politique ou l'économique? Voilà. Totalement. Alors, mesdames et messieurs, on va poursuivre cette émission avec un autre sujet concernant la CEDEAO, non, plutôt l'AES, quel amalgame. Normalement, c'était un projet de la CEDEAO, malheureusement, qui a été récupéré par l'AES, la suppression des frais d'itinérance mobile entre les pays membres de l'AES. Allez, on regarde la vidéo et puis on revient. Nous, ministres en charge des communications électroniques des États membres de l'Alliance des États du Sahel, AIS, avons convenu de la déclaration suivante. Considérant l'importance des communications électroniques pour le développement économique, social et culturel de nos nations, soulignant que le free roaming facilite la mobilité des personnes au sein de nos États, en réduisant les coûts de communication pour nos citoyens en itinérance, soulignant la nécessité de prendre toutes les mesures pour faciliter la mobilité des personnes dans l'espace AIS, pour veiller à l'effectivité du free roaming entre les États membres de l'AIS. Engager les opérateurs de téléphonie présents sur nos territoires à collaborer activement et à prendre les mesures techniques et opérationnelles nécessaires pour rendre le free roaming effectif au plus tard le 31 décembre 2024. Allez, de retour sur le plateau de l'Afrique dans tous ses États. Baba, on te donne la parole. Alors, ce beau projet qui semble, en tout cas, faire parler de lui et surtout auprès des pays de l'AES. Et d'ailleurs, ils ont trouvé un slogan, le free roaming, directement. Donc, c'est une excellente nouvelle pour ce qui devrait ravir les habitants, que ce soit du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Donc, suite au protocole d'accord du 21 novembre 2024, les frais de roaming ont été supprimés ou vont être supprimés entre ces trois États. Ça devrait entrer en vigueur le 31 décembre 2024 à venir. Concrètement, cela signifie que vous pouvez désormais utiliser votre téléphone portable sans surcoût lorsque vous voyagez dans ces pays. Les appels reçus et les SMS entrants seront gratuits, tandis que les appels émis, les SMS envoyés et l'utilisation d'Internet seront facturés aux tarifs locaux, quelle que soit la position géographique. Donc, c'est un pas de plus vers une Afrique où les frontières ne sont plus un obstacle aux communications. À savoir qu'il y a plus de 60... Les trois États, l'AES, au niveau de l'AES, ça fait 72 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. C'est une statistique de fin 2023, donc entre-temps, ça a pu augmenter. Et cette mesure aura un impact significatif sur les communications et l'intégration au sein de l'AES. Et on parle même de l'intégration numérique. On parle souvent d'intégration économique. En conclusion, cette suppression des frais roaming est une excellente nouvelle pour les citoyens de l'AES. Elle facilite non seulement la mobilité, réduit les coûts de communication et contribue à créer un espace économique beaucoup plus unifié.
Donc c'est vraiment un bel exemple de coopération régionale. Juste à rajouter une chose, que ce n'est pas une première en Afrique. Au sein même de la CEDEAO, nous avons vu que le Ghana et la Côte d'Ivoire ont ce type d'accord, en tout cas de free roaming. On a également le Ghana, le Togo et le Bénin également qui ont ce type d'accord. Et un peu plus loin, en Afrique australe, et même au niveau de l'Afrique de l'Est, il y a le free roaming entre certains États. Mais c'est un bel exemple et généralement avec les commentaires qu'on y voit, on va toujours opposer l'AES en sachant que la CEDEAO avait honnêtement au sein de son espace ce type de projet qui date de 2016 et qui n'a toujours pas émergé. D'accord, donc c'est très intéressant. Oui, c'est une belle avancée. Vous en pensez quoi, professeur, rapidement, et ensuite Cyril? C'est bien, ça prouve encore une fois qu'il y a une véritable volonté d'intégration africaine entre de ces trois pays. On avance. Oui, on ne peut que se réjouir des volontés d'intégration, d'une part. On ne peut que se réjouir des diminutions de coûts pour les citoyens. Tout ça est remarquable. Moi, je crains qu'avec l'AES, on a une course aux échalotes. Chaque ministre veut montrer qu'il est plus intégrateur que tous les autres. Et on va sortir des trucs plus ou moins farfelus juste pour amuser le peuple. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites. Ça va dans tous les sens. On a des réactions de la part de nos téléspectateurs qui disent voilà des actes de souveraineté qui contrarient les entités des statu quo comme la CEDEAO et les autres. L'AES fixe le cap de la future fédération des États africains dont rêvait Cheikh Anta Diop. En tout cas, c'est un commentaire assez intéressant. Encore une fois, effectivement, je peux comprendre ce que vous dites, à savoir faire attention à cette course à l'intégration, etc. Rebelote, dans le message, il parle bien, l'interlocuteur, il parle de fédération. Bien sûr. On est en confédération pour l'instant. La fédération, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça suppose, y compris fiscalement, bon, je ferme la parenthèse. C'est ça, quoi qu'il en soit, les pays de l'AES en ont parlé. La première étape, c'était la confédération avant la fédération. On est d'accord. Donc ça, c'était le premier commentaire. Il y a autre commentaire, bonne nouvelle, grâce à l'AES, les frontières s'ouvrent et les échanges se fluidifient. La suppression des frais d'itinérance est une victoire pour la libre circulation des personnes. L'AES monte la voie, tandis que la CEDEAO reste une organisation centralisée et impérialiste. Donc on continue toujours ce parallèle, cette opposition entre l'AES et la CEDEAO. Encore une fois, tu l'as dit, c'était un projet de la CEDEAO depuis 2016 qui est resté sur la table, qui n'a pas finalement vu le jour pour l'instant. Oui. L'AES le fait pour ces trois pays, on tente de le faire, c'est bien, mais est-ce que c'est Juste avant qu'ils disent par rapport à ça, et effectivement, si jamais la CEDEAO prenne les mêmes mesures au mois de janvier, on dira qu'il a fallu que l'AES fasse le premier pas. Donc non, effectivement, j'allais vraiment avoir une approche qui tend à se rapprocher de ce que vous venez de dire. En fait, le premier commentaire part de statu quo. C'est une résolution qui avait déjà été en soi vraiment adoptée, sinon acceptée par un ensemble des pays de la CEDEAO en 2016-2017, jusqu'à présent, qui n'avait jamais vraiment été appliquée. Là, l'AES a le moins le courage de pouvoir s'avancer sur une date. Beau parler d'une potentielle course aux échalotes, qu'à cela ne tienne, ils se sont quand même avancés déjà sur le 31 décembre 2024, qui est déjà un signal fort. J'ose espérer que cette communication se suit un petit peu de la garantie que l'essentiel des conditions de base puissent être remplies pour que le roaming soit effectif à cette date. Autre commentaire, sauf que l'économie de l'AES stagne, aucune amélioration, pire, elle dégringole à pas de géant, aucune économie de référence à leurs principaux alliés, la Russie ne peut leur fournir grand-chose dans ce domaine, peut-être un peu la Chine, l'AES doit revenir à de meilleurs sentiments. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'il dit, même si on ne prend pas tout, mais est-ce que vous comprenez que peut-être qu'il dit que ce n'est pas une priorité, qu'il faut peut-être revoir... C'est un a priori idéologique. Exactement. Ouais, très tendancieux. On peut le taxer plus de pro-CEDEAO ou anti-AES. Mais je suis pas d'accord. Vous considérez que plusieurs chantiers peuvent être ouverts en même temps. Il y a l'intégration donc de ces trois pays, mais en même temps, il y a aussi, chacun de ces pays a ses problématiques concernant sa population, ses enjeux. C'est ça la limite de la fédération. C'est la limite de la fédération. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, c'est un beau projet. On en parle ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses États. Ce projet va voir le jour, comme on a dit, la date le 31 décembre 2024, incessamment sous peu. Et tant mieux, c'est une meilleure intégration, meilleure mobilité, des frais moins importants pour les entrepreneurs, pour les populations. Mais ça ne concerne qu'une minorité.
ça ne concerne qu'une minorité. C'est pas... c'est un marché de 72 millions. Oui, mais les gens qui voyagent, c'est ceux-là qui sont concernés, ils sont une minorité. On est d'accord pour ça. Voilà, mesdames et messieurs, on finit avec le dernier sujet. L'Afrique et ses ressortissants à l'étranger, une protection à repenser. On regarde une vidéo qui a fait parler d'elle énormément sur les réseaux sociaux. On regarde, on revient. C'est impossible de comptabiliser précisément. Mais en tout cas, on pense qu'ils sont quelques dizaines de milliers d'Africains. On a eu connaissance d'un groupe de 200 Marocains qui étaient séquestrés dans un des centres les plus violents de Birmanie. Les visas sont gérés, les billets d'avion sont achetés. De retour sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états, je vais te donner la parole à toi, Cyril. Donc un sujet très très sensible. Effectivement, pas facile de prendre la parole après une vidéo aussi choquante qui ne font en soi vraiment que révéler une vérité amère. Aujourd'hui, on va avoir des milliers, voire des millions de ressortissants africains à l'étranger qui subissent des abus systématiques dans l'indifférence quasi générale, que ce soit même de leur pays d'accueil, voire même pour aller un petit peu plus loin de leur pays d'origine. Donc, dans ce cas de figure, c'était donc en Asie avec des réseaux mafieux chinois qui exploitent donc des Africains en les utilisant comme esclaves. Il faut bien utiliser le terme esclaves dans les centres de cybercriminalité, en leur privant de leur identité, c'est-à-dire en retirant les passeports et en les exposant plus ou moins à des violences physiques et psychologiques. Mais on peut même aller au-delà, n'est-ce pas, de juste ce qui se fait en Asie. On prend le cas par exemple d'un pays comme le Liban, où la situation est aujourd'hui véritablement dramatique, où la guerre israélo-palestinienne s'étend maintenant sur le territoire et où un certain nombre de ressortissants africains, que ce soit, généralement c'est des domestiques, mais aussi beaucoup d'étudiants, sont quasiment laissés à l'abandon, un peu piégés dans cet environnement où l'insécurité semble régner. Donc face à ces crises, les États africains semblent a priori incapables de répondre efficacement aux besoins des populations donc à l'étranger, avec des ambassades qui manquent souvent de ressources et des mécanismes de protection lents, pour ne pas dire totalement absents, et des priorités diplomatiques qui sont véritablement ailleurs, alors que la protection consulaire est une obligation fondamentale. On va regarder les commentaires des téléspectateurs. Donc, quand est-ce que l'Afrique retrouvera sa puissance ? J'en peux plus qu'en 2024, on ait encore des titres comme cela. Donc, forcément, ça fait parler. Et je suis d'accord, c'est très triste quand même aujourd'hui que les ressortissants africains soient si maltraités à l'extérieur et que finalement, quand les gens viennent sur le continent africain, eh bien, ces personnes qui vivent dans les pays où les Noirs sont maltraités, enfin où les Africains sont maltraités, eh bien, eux sont à l'aise, sont bien. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se regarder dans un miroir et se dire, bon, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir correctement un pays qui n'accueille pas correctement nos concitoyens, nos frères, etc. Vous en pensez quoi, professeur ? Ça fait mal. Ça fait mal, bien sûr. Beaucoup moins qu'une question de moyens. Je sais que chaque fois qu'on parle d'un problème, je me suis occupé de projets d'investissement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler par des procédures et par des attitudes. Totalement. La difficulté que nous avons, nous, Africains, nos gouvernants, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils ne traitent pas, jusqu'à présent, l'AES est un bon exemple et c'est pour ça qu'il faut l'encourager, ils ne traitent pas à égalité avec ces puissances-là. Totalement. Ils se sentent redevables. Ils s'auto-censurent. Donc c'est déjà la posture que les pays africains adoptent face à ces autres pays. Comme si on devait mettre dans la même balance les apports économiques,
d'investisseurs, les soutiens militaires, toutes sortes d'apports dont nous pouvons bénéficier, comme si on mettait ça au-dessus de tout. On n'ose plus rien dire. Il suffirait, sans moyen, il suffirait que nos diplomates en chef indiquent clairement, publiquement, que nous ne pouvons plus tolérer certains traitements infligés à nos ressortissants et que nous prendrions les décisions adéquates, pérennes, lorsqu'il y a déséquilibre dans le traitement de nos citoyens. Je ne dis même pas, même quand ils n'ont pas de citoyens de chez eux, chez nous, nous n'acceptons pas. Nous ne tolérons pas. Et ça appellera forcément une réaction de notre part si nos ressortissants sont traités de cette façon-là. Oui, absolument. Il faut savoir se faire respecter parce que ce type d'image, on les a vus, revus. Et j'ai même l'impression que ça tend même à se banaliser. Oui. Je donne juste des cas concrets en Libye. Oui. Récemment, lors des éliminatoires de la CAN 2025, CAN 2025, le Cameroun était venu jouer en Libye. On les a fait faire dormir dans un aéroport et on les a enfermés sans donner à manger ou à boire ni de wifi. Il y a eu une sanction, mais sans plus. 2 semaines après, l'équipe, c'était quelle équipe? Je ne sais plus si c'était du Niger qui était en Libye. La Libye a perdu. Ils ont bastonné, leurs policiers ont bastonné cette équipe, l'entraîneur avec, mais on n'a pas eu de réaction. Ouais. Aujourd'hui, si Erdogan, je parle là du cas, il y a souvent beaucoup de vidéos des Sénégalais, même on a vu une vidéo où il y avait une femme sénégalaise avec son enfant, elle n'avait pas les papiers adéquats, on l'a pris, on l'a séparé de son enfant, et il fallait voir la vidéo, comment on l'a maltraité. Mais si derrière ça, il n'y a pas de volonté politique à condamner, mais c'est un rapport de force. Si Erdogan ne voit pas que, bon, d'accord, parce que lui, s'il prend une décision, il dit à ses policiers, désormais, si vous ne protégez pas ce type de population, ils le feront sûrement. Mais derrière ça, qu'est-ce que Erdogan peut perdre? On va lui dire, écoutez, votre marché de ça, on arrête. C'est des mesures fortes qu'il faut y aller et qu'on doit se faire respecter. Tant qu'il n'y a pas de ça, vous verrez. Monsieur Dème, si vous tenez ce discours, rien que de dire que ce n'est pas acceptable, nous ne pouvons pas le tolérer. Si vous tenez ce discours, Erdogan comme d'autres feront leurs calculs. Exactement, ils feront. Il n'y a même pas besoin de leur expliquer. Les chiffres parlent, et vous l'avez dit, tu as parlé de moyens financiers, mais avant il y a une question de volonté. À un moment, quand on s'aime, quand on aime l'Afrique, quand on aime son peuple, eh bien, on prend des décisions normales. Il est inacceptable qu'on puisse voir des citoyens africains se faire brutaliser. Mais c'est incroyable, en fait. C'est-à-dire que nos dirigeants devraient bouger, se dire « stop !» comme feraient les autres pays. Mais comment on en arrive là? En soi, que ce soit même au niveau étatique ou bien même au niveau de ces particuliers qui vont quand même dans des schémas mais assez complexes. Enfin, ils vont pas prendre des locaux, hein, ces mafias chinoises en Birmanie qui prennent des Africains. C'est pas des locaux, ils vont jusqu'à prendre des Africains chez eux sur le continent, payer les visas, payer les hôtels quand ils arrivent, les billets d'avion, pour finalement les enfermer. Parce qu'ils savent au final qu'il n'y aura aucune représailles, il n'y aura pas de conséquences. Mieux que ça, certains pays, je ne les citerai pas, ont organisé des filières pour envoyer des travailleurs au Moyen-Orient en particulier, sachant le traitement qu'ils subissaient là-bas, puisqu'on leur retirait également le passeport. Et ce n'est pas caché, c'est-à-dire qu'on le sait, c'est sorti au grand jour, il y a des vidéos, il y a des témoignages, on le sait que les Africains sont maltraités, mais ça continue, et en parallèle, on n'a pas de réaction forte. Et en parallèle, on continue à bien accueillir, n'est-ce pas, un certain nombre d'investisseurs qui viennent d'un certain nombre de ces pays. Donc on a pris le cas du Liban avec une diaspora libanaise qui est quand même assez présente, bon, depuis plusieurs générations certes, mais quand même, il y a quand même pas mal de nouveaux venus qui viennent encore, ne serait-ce que par rapport à ce conflit sur le territoire. La Chine, et effectivement, donc on les accueille des bras ouverts. Comment traitent-ils finalement les ressortissants africains avec leur comportement dans certains pays, en particulier les pays miniers? Les Chinois sont des mafieux dans ces pays miniers, y compris au Mali. RDC. En RDC, au Ghana, ils ont des problèmes, bon, etc. Mais encore une fois, je ne suis pas pour la réciprocité. Il faut que nous montrions, nous,
au-dessus de ces gens-là. Mais par contre, on ne peut pas tolérer qu'ils le fassent aux nôtres. Moi, je vais quand même prendre l'exemple du Rwanda quand, Paul Kagame avait renvoyé donc une délégation chinoise parce qu'ils avaient maltraité ou mal parlé à des Rwandais. Voilà, c'était une action forte qui a été véhiculée. On était tous fiers en tant qu'Africains de voir qu'un président prenait le devant et se disait non, j'accepte pas ça sur mon sol. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme. Merci à vous, professeur. Ce fut un plaisir. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Merci Baba, merci Cyril, merci à vous, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à, encore une fois, nous envoyer un message si vous souhaitez participer à cette émission, si vous souhaitez aussi voir des sujets qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Eh bien, envoyez-nous tout ça. Eh bien, on en discutera ici sur le plateau de cette émission. Merci à Vox Africa de donner la parole à nos téléspectateurs, à tous nos téléspectateurs. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.